Bonjour, aujourd'hui on va essayer de faire la programmation orientée objet avec C# et en particulier utiliser ce qu'on appelle l'Entity Framework et en particulier la version 6 qui est un framework de mapping objet relationnel donc assure l'interaction, la gestion et la manipulation des données d'une base de données stockée dans un serveur de base de données. Alors pour ce faire, nous allons utiliser ou bien créer une application qui s'appelle gestion d'un catalogue qui va contenir par la suite un ensemble de classes qu'il faut les définir étape par étape. Alors dans un premier temps, nous allons définir c'est quoi déjà Entity Framework. Tout simplement Entity Framework, c'est un ORM, c'est Object Relational Mapping de Microsoft qui est créé en 2008 et qui aide le développeur à améliorer sa productivité, c'est-à-dire il facilite la tâche pour le développeur. Alors le développeur se concentre plus sur la partie métier de l'application et laisse la partie technique ou bien les contraintes techniques à gérer par Entity Framework, surtout les opérations d'interrogation de base de données, à savoir les opérations connues par CRUD, Create, Research, Update et Delete. Alors, qu'est-ce qu'elle fait exactement Entity Framework? Elle assure la connexion à la base de données, aussi la création des commandes, l'exécution des requêtes et aussi la récupération des résultats d'une manière très transparente et facile. Donc, au lieu que le développeur, avant Entity Framework, qu'est-ce qu'il fait le développeur? Il doit écrire un code C# dans lequel il va définir la chaîne de connexion à la base de données. Ensuite, il doit créer un objet de type connexion. Ensuite, ouvrir la connexion, écrire des requêtes, créer des commandes et exécuter des requêtes pour récupérer des résultats, le stocker dans un objet et ensuite parcourir cet objet-là pour utiliser ces données-là pour les afficher à l'écran d'un utilisateur. Par contre, en utilisant Entity Framework, le développeur il va pas faire ces étapes-là. Par contre, il va tout simplement utiliser un module Entity Framework dans lequel, ou bien ce module-là, il est lié à un fichier de configuration dans lequel on va préciser la chaîne de connexion à la base de données. Par contre, toutes les opérations CRUD vont se faire de manière transparente. Aussi, ce fichier de configuration-là, il va assurer une maintenabilité facile de l'application, c'est-à-dire, par exemple, la migration d'une version de base de données à une autre, tout en changeant tout simplement le nom de la base de données ou bien de la chaîne de connexion de ce fichier de configuration, au lieu de demander au développeur lui-même d'aller et de chercher quel est le code nécessaire pour se connecter à la base de données et de faire de la maintenance. Donc, une fois donné la possibilité à n'importe quel utilisateur capable de modifier la configuration. Par contre, avec cette manière-là, seulement le développeur qui aura la possibilité de faire la maintenance de l'application. Alors, cet avantage-là, déjà, il assure la maintenabilité des applications. Alors, c'est quoi l'architecture de Entity Framework? Tout simplement, le développeur, il va avoir un module qui va assurer l'ensemble des opérations CRUD. Il va écrire ses requêtes et ce module-là, il va interroger la base de données. Par contre, Entity Framework, ce module-là, bien sûr, à son architecture interne, il contient un ensemble de composants qui vont assurer les mêmes opérations qui sont déjà écrites de manière explicite par le développeur. Par contre, maintenant, le développeur, il ne va pas avoir le souci de ça. Par contre, sa gestion, elle est laissée au framework Entity Framework. Alors, c'est pour ce faire, nous allons essayer de mettre en place une application de gestion d'un catalogue en utilisant Entity Framework 6. Alors, c'est pour cela on va suivre deux étapes principales. Pour la première étape, on va essayer de définir le diagramme de classe des domaines, c'est-à-dire le diagramme de classe d'analyse, et dans lequel on va définir l'ensemble des classes à utiliser, et ensuite définir l'architecture de l'application. Jusqu'à maintenant, notre architecture, il s'agit d'une application console qui va utiliser tout simplement le module Entity Framework. Et à partir de l'application console, on peut réaliser les opérations CRUD et aussi on peut écrire des requêtes en utilisant le langage Link. Alors, dans l'étape d'implémentation, on va tout simplement créer une application qui va implémenter cette architecture-là. Et cette application va se nommer Gestion Catalogue. Et c'est pour cela, dans un premier temps, il faut vérifier est-ce que nous avons
sur notre machine un SGBD, c'est-à-dire un système de gestion de base de données, par exemple SQL Server 2014 ou bien autre. Par exemple, sur ma machine, j'ai un serveur de base de données qui s'appelle SQL Server, la version 2014. Donc, si vous avez la même version, il faut vérifier son existence. Donc, une fois démarré le SGBD SQL Server, donc vous aurez une interface de gestion de base de données. Donc, si vous avez remarqué dans la rubrique base de données, jusqu'à maintenant, moi, j'ai un ensemble de bases de données. Alors, par la suite, bien sûr, je vais créer une autre version de base de données, ou bien une autre base de données, tout en utilisant Entity Framework. C'est pour cela, bien sûr, il faut utiliser le Visual Studio 2015. Donc, ce IDE, il va me permettre déjà de créer l'application, créer un projet qui s'appelle gestion de catalogue. Et par la suite, nous allons voir, à partir de ce projet-là, nous allons voir comment intégrer Entity Framework. Alors, c'est pour cela, il faut aller ici dans Visual Studio et ensuite créer un nouveau projet qu'on va l'appeler, par exemple, c'est une application tout simplement console, qu'on va la nommer gestion catalogue. Alors, dans ce projet-là, une fois créé, il va avoir une structure initiale, donc qui contient un ensemble d'éléments. Et parmi ces éléments-là, il y a déjà une classe qui s'appelle programme.cs qui contient le main parce que c'est une application console. Et cette classe-là, elle constitue qui s'appelle programme. Cette classe qui s'appelle programme, elle constitue le point de façon d'exécution de notre application. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons dit que nous allons intégrer Entity Framework. Alors, Entity Framework, il n'est pas automatiquement intégré, parce que si vous allez vérifier les références ou bien les bibliothèques qui sont au sein de références, qui contiennent l'ensemble des bibliothèques, incluses dans notre application, il ne contient pas quelque chose qui s'appelle Data Entity. Alors, pour ce faire, il faut utiliser NuGet pour récupérer ou bien pour installer sur votre projet l'Entity Framework. Alors, pour ce faire, on va cliquer par la droite sur référence, aller sur gérer les packages NuGet. Ou bien tout simplement, je peux aller sur projet et après sur de façon soit projet, ici voilà, gérer les packages NuGet. Donc c'est la même chose. Donc on peut aller ici pour cliquer sur cette commande. Et après, automatiquement, si vous êtes connecté à Internet, automatiquement, il va afficher un ensemble de frameworks qui sont prêts à être installés. Et nous allons choisir Entity Framework. Si l'Entity Framework il est déjà installé, il va tout simplement, ici, au lieu de installer, il va afficher mettre à jour. Par contre, il n'est pas installé sur notre projet. C'est pour cela qu'il nous a donné la main pour l'installer. Alors, il faut suivre les étapes. Une fois terminé les étapes nécessaires pour l'installation, si vous allez remarquer automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire de façon intégrée ici Entity Framework et un ensemble d'autres composants, par exemple ici Entity Framework SQL Server. Alors en même temps, une fois installé l'Entity Framework sur votre projet, il va aussi faire mettre à jour le fichier app.config. Parce que dans app.config, il a déjà ajouté ça. Il a ajouté cette section. Si vous allez vérifier de toute façon ce fichier-là avant l'installation, il contenait seulement ce contenu-là. Par contre, après installation de Entity Framework, il a ajouté autre balise de configuration, à savoir pour préciser comme quoi on va utiliser Entity Framework. Et aussi, par défaut, Entity Framework, il pointe sur un SGBD qui est ici, dans notre cas SQL Server. Donc, sous cette chaîne-là, on définit le provider, c'est-à-dire quelles sont la bibliothèque nécessaire et les classes nécessaires, d'accord, pour se connecter à SQL Server. Donc, après cette configuration qui est faite de manière automatique,
maintenant notre application est capable d'interroger SQL Server pour créer des bases de données ou bien pour créer une base de données et par la suite la manipuler. Alors si vous allez ensuite de façon consulter les références qui sont ici à droite, donc on va trouver Entity Framework. Et dans Entity Framework, tout simplement, si on va le parcourir, il contient un ensemble de bibliothèques. Et parmi ces bibliothèques-là, on a de toute façon les éléments que nous allons utiliser dans notre application. Il y en a la bibliothèque qui s'appelle system.data.entity. Alors ici, si vous avez remarqué, il y en a un ensemble d'éléments. Par contre, dans notre cas, nous allons utiliser tout simplement la classe dbContext et la classe db7. Alors par la suite, la classe dbContext, comme si elle représente la base de données, et la classe db7, elle représente les tables. Alors qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Tout simplement, il faut définir le diagramme de classe de conception, parce qu'en plus du diagramme de classe d'analyse, qui contient l'objet de notre application, c'est-à-dire la gestion d'un catalogue qui est défini par des produits et par des catégories. Donc le produit, il est défini ici par son ID, la désignation et le prix. Et la catégorie, elle est définie par l'ID et l'intitulé. La catégorie, elle peut avoir plusieurs produits et le produit appartient à une seule catégorie. Cette partie-là du diagramme de classe de conception, cette partie, normalement, c'est le diagramme de classe d'analyse. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer ou bien faire la traduction de cette partie du diagramme-là, c'est-à-dire créer ces deux classes-là, à savoir la classe produit et la classe catégorie. Donc, dans un premier temps, il faut déjà intégrer un module à part qui va assurer cette gestion-là. C'est un simple dossier qu'on va le nommer, par exemple, module Entity Framework. Donc, dans ce module-là, on va trouver une première classe, par exemple, qui est produit. Alors, c'est une simple classe qui a l'extension .cs. Donc, on va mettre produit. Et aussi créer une autre classe qui s'appelle catégorie. Ici, nouveau élément, catégorie. Jusqu'à maintenant, nous avons créé les classes. Par contre, il faut définir les éléments de chaque classe. Ici, dans la classe produit, nous avons déjà un int produit ID. Produit ID. Ensuite, nous allons un autre attribut qui est de type chaîne de caractères qui est désignation. Alors ici, on va utiliser le concept de propriété pour dire que nous avons les getters et les setters. Donc, c'est ça. Donc, ce sont maintenant le produit ID, c'est une propriété. Et la désignation, elle aussi, c'est une propriété. C'est quoi une propriété en C#? C'est un simple attribut qui a la visibilité publique. Il doit commencer par majuscule. Il va avoir les getters et les setters sur cette manière. Alors, qu'est-ce qu'il reste aussi? Il reste de façon à définir un prix qui est aussi c'est une propriété qui a le get et le set. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut compléter la traduction de notre diagramme d'analyse parce que le produit, il contient aussi une catégorie. Alors, on va tout simplement ajouter ça dans notre classe produit. Alors, public, la propriété catégorie et get set. Voilà, maintenant nous avons défini la get set. Public, catégorie. Il faut mettre le nom de l'attribut. Catégorie. Alors ici nous avons défini la classe produit. Par contre, il faut aussi définir la classe catégorie qui a un champ, bien une propriété qui s'appelle ID ou bien catégorie ID. Ensuite, qui est une propriété bien sûr. Alors, get set. Ensuite, on a une chaîne de caractères qui va représenter l'intitulé. L'intitulé de la catégorie, qui est une propriété. Donc, tout simplement, il faut mettre le get et le set. Ensuite, la catégorie selon notre diagramme de classe des domaines.
la catégorie contient un ensemble de produits. Donc c'est pour cela il faut mettre aussi une propriété. Et on peut utiliser ici le type générique de collection. C'est une collection de produits qu'on peut l'appeler produit avec S, qui est une propriété ayant les getter, etc. Maintenant nous avons traduit cette partie-là, c'est-à-dire nous avons mis en place la partie concernant les entités ou bien le diagramme de classe d'analyse. Alors la suite, il faut faire quoi? Bien sûr, il faut définir la partie qui va utiliser Entity Framework. Alors ici, tout simplement, c'est quoi Entity Framework? Tout simplement, pour la classe, on va mettre en place une classe qui s'appelle catalogue DBContext. Alors, déjà, il faut créer cette classe-là, d'accord, DBContext. Tout simplement, elle hérite de DBContext. Et cette classe, elle représente la base de données. C'est-à-dire, de toute façon, c'est une manière de voir la base de données à travers cette classe-là. On va voir par la suite comment utiliser notre base de données. Alors, cette classe, c'est une classe qui fournit une couche plus productive pour travailler avec Entity Framework. Elle assure l'interaction avec les objets métiers. C'est-à-dire, on va créer un produit et l'insérer dans la base de données par le biais de cette classe-là. On peut, par le biais de cette classe-là, aussi récupérer des produits à partir de la base de données. Alors, cette couche peut être utilisée avec Model First, Database First ou bien Code First. Ici, normalement, ce sont des approches de programmation. Et nous allons utiliser l'approche Code First parce que nous allons commencer par créer notre code et par la suite générer à la fois le modèle et la base de données. Alors, pour utiliser les fonctionnalités de DBContext, il est recommandé de définir une classe phi qui en dérive. Par exemple, ici, pour utiliser ça, qui est une classe technique de Entity Framework, tout simplement, nous allons définir notre propre classe qui va hériter de cette classe-là. Pour notre application, nous allons utiliser catalogue DBContext. Donc, pour ce faire, nous allons essayer d'utiliser ce nom de classe-là. Alors, tout simplement, nous allons créer une autre classe appartenant à ce module-là, qu'on va la nommer catalogue DBContext. Donc on va la nommer catalogue. Attendez, c'est nouveau, ajouter nouveau élément. Catalogue, on va la nommer notre classe catalogue DBContext. Catalogue DBContext. Alors cette classe là tout simplement elle hérite de DBContext. Donc cette classe c'est DBContext. Alors cette classe il faut bien sûr importer la bibliothèque nécessaire qui appartient à Data Entity. Maintenant cette classe là elle va bénéficier de l'ensemble des opérations de DBContext. Et parmi ces opérations-là, comment créer la base de données, comment interroger des tables, comment ajouter des enregistrements, comment récupérer des enregistrements, et ainsi de suite. Toutes ces opérations-là seront assurées par le biais de ça. Alors, pour ce faire, nous allons dans un premier temps mettre en place un constructeur. Alors jusqu'à maintenant, nous avons défini notre classe qui s'appelle catalogue DBContext. Alors qui hérite de cette classe-là et nous avons dit elle va bénéficier de l'ensemble des opérations offertes par cette classe-là. Alors par la suite, il faut bien sûr définir la manière par laquelle on va créer la base de données. Donc bien sûr, on peut trouver plusieurs manières. La manière que nous allons utiliser nous, c'est tout simplement nous allons définir notre constructeur qui s'appelle ça et qui va hériter ou bien réutiliser les comportements du constructeur de la classe mère. C'est base ici, il représente la classe mère. Alors ce constructeur base, il peut avoir plusieurs paramètres et parmi ces paramètres là, on peut préciser une chaîne de caractères qui va, par exemple, indiquer le nom de notre base de données.
Ici, si nous allons consulter SQL Server, nous avons ici un ensemble de bases de données qui sont déjà créées. Alors, par contre, j'avais supprimé normalement DB8 et DB9. Il faut tout simplement faire l'actualisation. Maintenant, j'ai pas DB8 et DB9 parce que je viens de le supprimer avant de faire actualiser. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une base de données qui s'appelle catalogue DB9. Alors pour ce faire, il faut tout simplement, ou bien catalogue DB8. De toute façon, même catalogue DB8, elle n'existe pas ici dans notre serveur de base de données. Alors je vais créer la base de données qui s'appelle DB8. Alors pour ce faire là, il faut tout simplement définir un constructeur qui va réutiliser le code du constructeur de la classe mère qui est base ici et qui reçoit en paramètre une chaîne de caractères qui va représenter le nom de la base de données. Alors pour faire appel à ce constructeur là, on va utiliser la classe programme qui va jouer le rôle de l'application console. Donc tout simplement, il faut faire quoi? Il faut instancier cette classe là à travers son constructeur pour créer la base de données. Donc pour créer la base de données, nous allons faire une instance, c'est-à-dire qu'on va l'appeler catalogue égale new notre classe. Donc on va maintenant créer une instance. Donc avant ceci, il faut bien sûr importer le package dans lequel appartient cette classe-là, parce que la classe programme et la classe catalogue DB context, ils n'appartiennent pas au même package. Alors maintenant, si nous allons exécuter cette application, c'est-à-dire tout simplement pour comprendre le déroulement de l'exécution, donc nous allons écrire un message ici, création de la base de données. Et ici, d'accord, création en cours, on peut dire en cours. Et ici, on peut dire tout simplement après la création, on peut afficher un message qui indique la fin de l'exécution. Alors tout simplement un message qui va afficher à l'écran qui est terminé. Alors si on va exécuter cette application là, on va constater que la base de données ne sera pas créée. Alors on va comprendre pourquoi. Parce que normalement ici nous avons tous les moyens, à savoir la classe catalogue DB context qui hérite déjà de DB context qui fait partie de Entity Framework. Et si vous avez remarqué, normalement ici l'exécution s'est faite de manière rapide. Donc il faut aussi, pour garder l'exécution à l'écran, il faut tout simplement ajouter ici console.readCase. Donc je vais faire ça. Alors en exécutant ça, on va avoir, c'est-à-dire création de la base de données en cours terminée. Par contre, si nous allons vérifier dans le serveur de base de données, en faisant actualiser, nous allons remarquer que notre base de données qui s'appelle DB9 ou bien DB8, normalement ici DB8, n'a pas été créée. Alors pourquoi? Parce que tout simplement on n'a pas encore fait, de toute façon on n'a pas encore interrogé notre base de données. Pour une création effective de la base de données, il faut au moins exécuter une opération sur l'objet qui représente notre base de données. À voir, tout simplement, pour récupérer la liste de produits, donc on peut par exemple mettre catalogue. Ça c'est un objet qui représente la base de données, parce qu'on utilise le DB context qui représente la base de données. Alors on va trouver produit, c'est-à-dire la collection produit. Nous ne l'avons pas encore fait. Alors ici, il faut aussi dans DB context, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut définir les tables, parce que ça, normalement, elle représente la base de données. Donc il faut aussi définir ce qu'on appelle les tables. Donc, les tables, c'est quoi les tables? Exactement, ce sont des simples collections DB7. Alors DB7, voilà, DB7 de quoi? De produits. Pour dire que nous avons une collection de produits. On peut mettre ici P majuscule. Alors produit avec S.
et qui représente une propriété getSet. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? Il faut savoir que ça, pour dire que nous avons une base de données qui représente, cette base de données, elle va contenir des tables, ou bien une table qui s'appelle produit et une table qui s'appelle catégorie. Donc c'est pour cela notre classe qui représente la base de données, elle a un ensemble de produits. Donc cela dit que cette base de données, elle peut avoir des enregistrements de type produit et à la fois des enregistrements de type catégorie. Ces enregistrements de type produit, ils seront de toute façon gérés à travers un attribut au sein de cette classe qui représente la base de données qui s'appelle produit avec S. Donc cet attribut-là, il va représenter la table. Et cet attribut, ce n'est qu'une simple propriété ayant les getters et les setters et de type DB7. DB7 de type produit. La même chose pour la catégorie. Donc cette DB contexte, il représente la base de données. Produit, il va représenter la table produit. Et catégorie, il va représenter la table catégorie. Donc jusqu'à maintenant, si nous allons faire ceci, donc produit avec S pour les produits, et aussi une table qui s'appelle catégorie. Donc catégorie. Voilà, on va mettre tout simplement ici catégorie. Donc maintenant, notre base de données qui s'appelle catalogue DB contexte, ou bien le représentant de la base de données. Par contre, la base de données, elle est précisée ici. Si on ne précise pas le nom de la base de données, on va avoir un nom de base de données par défaut qui va s'appeler catalogue DB contexte. Alors maintenant, notre base de données va être appelée catalogue DB8. Alors maintenant, si on va réexécuter la classe programme, sans faire appel à aucune façon interrogation de l'objet CTL, tout simplement, il ne va pas créer la base de données comme nous avons montré tout à l'heure. Alors maintenant, il ne va pas créer la base de données jusqu'à maintenant. Alors pour qu'il crée la base de données, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut tout simplement mettre en place une opération qui va interroger la base de données. Et la base de données, elle est représentée par cet objet-là. Tout simplement, on peut dire accéder à la propriété produit. Alors ça, on a très bien catalogue DB contexte. De toute façon, il faut mettre la visibilité publique. Sinon, ils ont par défaut une visibilité package. Alors maintenant, on va aller vers ctl.produit. Voilà. Point, par exemple, point toList. Donc ça, c'est une méthode qui va être appliquée sur cet objet-là, c'est-à-dire pour faire un transtypage vers une liste. Donc le résultat de ça, c'est une collection qu'on peut la stocker dans une collection de type produit. Donc on peut l'appeler liste. Voilà, donc ce résultat-là, il sera stocké. Donc sans faire cette opération-là, si on exécute, on n'aura pas la base de données. Par contre, si on va mettre en place cette opération, une fois exécutée l'application, vous allez remarquer que une fois affiché le message de création de la base de données en cours, il va prendre un peu de temps et ensuite il va afficher le message terminé. Pourquoi? Parce qu'il est en train normalement de créer la base de données. Alors s'il y a des problèmes, bien sûr, il va afficher des exceptions. Par contre, cette démonstration, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de problème. Alors certainement, si on va reconsulter SQL Server, on va trouver que la base de données a été créée avec succès qui s'appelle DB8. Donc cette base de données, bien sûr, elle a un schéma. Donc elle a des tables. En plus de cette table-là qui est créée automatiquement avec Entity Framework, il y en a la table catégorie qui contient les colonnes nécessaires, l'ID qui représente la clé primaire et aussi l'intitulé. Et aussi, on a la table produit qui contient toutes les colonnes nécessaires, à savoir l'ID du produit, la désignation, le prix et aussi la clé étrangère. Pourquoi elle contient la clé étrangère? Parce que nous avons fait, dans la traduction du diagramme de classe, nous avons montré comme quoi
la catégorie, elle fait partie de la classe produit. Donc, dans cette démonstration jusqu'à maintenant, nous avons montré comment utiliser Entity Framework pour créer une base de données automatiquement dans un serveur de base de données qui s'appelle MySQL Server. Alors, autre chose ici, si Entity Framework est bien installé et configuré sur votre machine, alors vous pouvez accéder à SQL Server à travers l'affichage explorateur d'objets SQL Server. Maintenant, on a ici, en consultant de façon la rubrique SQL Server, on a ça, par exemple, ça représente ma connexion, bien ma chaîne locale de connexion à mon serveur de base de données. Donc, je peux trouver toutes les bases de données. Ici, il suffit d'actualiser pour afficher la base de données catalogue DB8. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons montré comment utiliser Entity Framework pour créer automatiquement une base de données, d'accord, ayant un schéma. Et surtout, nous avons montré comment utiliser la classe catalogue DB Context, qui joue le rôle de représentant de notre base de données qui s'appelle catalogue DB8.